Après avoir vérifié le rôle de parent, sans que ça soit forcément vérifié comment fait mon enfant pour travailler, mais ça peut l'être aussi, nous pouvons donc maintenant passer à l'action, prendre nos décisions de parents. Nous pouvons donc prendre des décisions de parents. La première, c'est je ne décide pas à la place de mon enfant ce qui le rend heureux. Pas plus que je ne peux décider à la place de mon conjoint. Et d'ailleurs, mes enfants peuvent être différents les uns des autres et avoir des bonheurs différents. Je ne donnerai pas le dernier portable sans la raison valable d'avoir aidé la motivation de mon enfant. Se pose souvent la question de l'argent de poche, finalement. Il y en a qui considèrent que l'argent de poche, ça peut être pour apprendre à l'enfant à gérer son argent, sauf qu'en fait, gérer son argent, c'est généralement l'argent que l'on a gagné. Là, c'est une gestion. Je gagne, entrée, je dépense, sortie. Quand on donne de l'argent sans que ça soit forcément complètement voulu ni mérité à des jeunes, ne nous étonnons pas forcément qu'ils se mettent à fumer ou qu'ils aient des usages que nous n'avions pas prévus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent de poche, je dis simplement que la réflexion vaut le coup d'être posée et que dans le cas où votre enfant ne remplit pas sa part de contrat, son contrat de travail, il n'a aucune raison d'avoir un salaire, argent de poche. Dans ce sens, je m'engage moi en tant que parent à savoir dire non. Un non aimant, un non plein d'amour, parce que c'est pour lui rendre service, c'est pour déclencher chez lui des envies, donc du plaisir. Moi en tant que parent, je gérais mes il faut pour moi. Je range ma chambre si je veux. Je ne suis pas obligé tous les jours de passer dans la chambre de mon enfant et de lui obliger à ranger sa chambre. Je peux l'inviter avec mon expérience, bien entendu, à prendre du recul, à s'organiser. Pour autant, je ne suis pas toujours obligé de lui imposer mes idées. Ensuite, moi en tant que parent, arrêterai de considérer mon enfant comme celui qui doit me ressembler, ou bien me rendre fier en faisant les études que moi je n'ai pas réussi. En fait, notre enfant est un être humain à part entière, c'est une évidence. Quelquefois, il faut se poser la question de l'appartenance. Mon enfant, mon enfant, mon enfant, c'est très bien jusqu'à un certain point pour lui. Oser un non car je t'aime. Pas forcément simple, n'est-ce pas? Oser non, tu n'auras pas de deux roues parce que j'ai vu autour de moi des personnes accidentées et je n'ai pas envie que ça soit toi. Non, parce que j'ai envie de créer chez toi un tout petit peu de frustration pour que tu puisses avoir des envies, pour que tu puisses déclencher le moyen de te débrouiller. Non car je t'aime, déclenchant un sourire à la fin, qui n'était peut-être pas le sourire du début d'ailleurs, et beaucoup de parents cèdent juste parce que il y a un souci d'un enfant qui fait la gueule, pour parler très clairement. Le non car je t'aime, c'est une décision souvent de couple, car c'est pas simple à prendre en couple. C'est pas simple à prendre lorsque nous sommes nous-mêmes parents, pas d'accord entre nous, ou même parfois déchirés sur certains points. En fait, il faut avoir la force quand il s'agit de nos enfants, un moment de réfléchir quand même à deux, malgré nos différences, malgré quelquefois nos disputes, dire finalement, celui qui va offrir l'iPad à l'enfant pendant que l'autre refuse de le faire, il est temps de se poser la question de savoir lequel des deux aime le plus votre enfant. Bien entendu, rassurez-vous, on peut aussi dire oui à son enfant en l'aimant heureusement. Comparons maintenant la classe à une réunion professionnelle. Les réunions professionnelles que nous avons dans nos entreprises sont toujours passionnantes. On n'a jamais rien d'autre à faire au moment de cette réunionnite chronique. On ne se pose jamais la question de qu'est-ce qu'on fait dans ce piège ou qu'est-ce qu'on fait dans cette réunion où on n'a de toute façon pas notre mot à dire. En fait, j'ai entendu mes parents rentrent crevés du travail en parlant encore d'une réunion lourde et ne comprennent pas ma vie en classe. Le font-ils exprès? C'est une question légitime de jeunes, n'est-ce pas? Nous rentrons pas toujours avec un exemple à donner à nos enfants, en critiquant finalement
nos patrons, tout comme eux, critiquent leurs élèves, en faisant remarquer que nous n'avons pas avancé de la journée, tout comme eux n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire, en critiquant nos collègues, comme eux critiquent leurs camarades de classe, et en critiquant tout simplement l'ambiance de travail et même le travail en lui-même, comme certains parents savent le faire devant leurs enfants. Attention, nos enfants regardent comment nous fonctionnons. Et puisqu'ils regardent comment nous fonctionnons, osons être positifs pour leur transmettre du positif. D'abord, nous, au travail, est-ce que nous fonctionnons mieux avec une carotte ou un bâton? Avec l'objectif d'un salaire ou avec un patron qui, de toute façon, gueule quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, en trouvant que nos résultats, de toute façon, ne sont pas ceux attendus? Franchement, quels sont les salariés qui avancent le mieux? Ceux qui ont un patron qui est toujours derrière leur tête en train de vérifier ce qu'ils font, ou ceux que l'on responsabilise? Ensuite, soyons logiques. Nous sommes dans une société où nous avons parfois des médias qui nous polluent. J'ai vu des jeunes complètement traumatisés par les attentats, alors qu'ils n'y étaient pas, évidemment, et qu'ils ne connaissaient personne qui y était. Tout simplement parce que leurs parents les ont laissés regarder la télévision pendant les 4 jours qui ont suivi, c'est-à-dire un non-stop basé sur des attentats qui n'apportaient absolument rien comme info supplémentaire, sinon que de traumatiser le jeune, tout comme d'ailleurs des adultes ont eux-mêmes été traumatisés alors qu'ils n'étaient pas concernés directement. Dans le même domaine, si on regarde les infos, on ne va parler que du chômage, de ces mauvais politiques qui ne pensent qu'à eux, que des sales riches, comme si en fait on ne voulait pas être aussi riche que les sales riches, en fait que du négatif tout le temps. Alors osons-nous du positif. Osons faire remarquer à nos enfants qu'ils sont nés en France ou au moins ils y habitent. Qu'il y a des pays qui sont actuellement en guerre ou qui sont en sécheresse. Que c'est une démocratie. Oui, oui, on sait, on peut en penser ce qu'on en veut, en disant que c'est une fausse démocratie, qu'on voudrait un autre président, très bien, très bien. Pour autant, nous ne sommes pas dans une dictature. Nous mangeons la plupart du temps à notre faim. Nous avons un logement, quelquefois coûteux, quelquefois insalubre, mais nous avons un logement. Nous avons un climat tempéré, avec en plus certaines variétés en France. Nous avons aussi Teddy Riner et finalement plein de côtés positifs. Peut-être que c'est intéressant, c'est de partager ces bons moments. C'est de partager en fait tout le côté positif de notre société, plutôt que d'enliser et de polluer notre cerveau, toujours avec du négatif. Alors, se pose aussi la question de savoir si les parents doivent être des professeurs, doivent enseigner. Évidemment, il y a plusieurs façon d'écrire enseigner. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Est-ce qu'on fait saigner quelqu'un? Est-ce qu'on fait même saigner notre enfant lorsqu'on enseigne? Lorsqu'on essaye au départ calmement de faire rentrer quelque chose dans son cerveau, puis il y a un moment où ça bloque, n'est-ce pas? Parce que notre enfant, quand même, on voudrait qu'il comprenne tout de suite et puis qu'il ait envie de comprendre avec nous. Alors parfois, oser, sous-traiter, se faire aider, partager, avec certains autres jeunes ou bien avec des petits cours particuliers. Parfois, être aussi bienveillant, c'est-à-dire savoir quand même avoir un rôle de parent qui pose des questions bienveillantes ou qui assure juste une présence, je suis là quand tu veux. Combien d'entre nous permettent à leurs enfants de parler de leurs cours à table, de parler de leurs cours, de parler d'histoire-géographie, de sciences physiques, de la loi de Newton, qu'ils expliquent à leurs petits frères, leurs petites sœurs, ou à leurs grands frères, à leurs grandes sœurs, ce que c'est, ou même tout simplement à leurs parents, bien entendu. Finalement, notre rôle, sans doute, c'est d'être bienveillant, d'oser donner de la place aux jeunes, de lui présenter aussi ce que l'on considère comme une place pour nous correcte, mais sans lui imposer. D'ailleurs, sommes-nous tous capables de gérer ce que nos enfants ont à gérer? Parce que, bien sûr, la réponse est
Oui, puisque nous l'avons vécu à leur place. Et la réponse est non, parce que évidemment, nous ne sommes pas à leur place. Nous considérons toujours que nous avons vécu avant nos enfants exactement la même chose, sauf que ce n'est jamais la même chose. D'ailleurs, nous n'avons pas vécu la même chose que nos frères et sœurs à la même époque. Nous l'aurons compris, le bon ou le mauvais parent, ça reste un jugement de valeur. Il y a peut-être quelques règles à respecter. D'abord, soyons humbles et lucides. Humbles parce que on rencontre parfois des parents qui sont un petit peu durs envers les autres parents, qui trouvent que de toute façon les autres parents font mal et que ce n'est pas étonnant si leurs enfants se droguent. Nous ne sommes pas du tout, aucun de nous, à l'abri. Je peux le remarquer parmi tous les jeunes que je reçois. Il y a des personnes qui tombent vraiment de haut au moment où ils remarquent ce que deviennent leurs enfants à un moment. Donc ne soyons pas trop des héros en disant de toute façon si tu avais serré ton enfant auparavant, ça ne se serait pas passé comme ça, c'est faux. Ou bien si tu avais été moins lâche avec ton enfant, c'est faux. Soyons des parents avec notre cœur, soyons des parents qui savons dire non et qui pourtant savons dire oui aussi. Ne retenons pas de cette présentation qu'il faut toujours seulement dire non, bien entendu. Sachons aussi être des parents conscients dans nos entreprises que lorsque nous avons des managements opérationnels et fonctionnels qui ne sont pas d'accord entre eux, c'est compliqué pour savoir ce que nous avons à faire. Donc sachons être des parents cohérents. Cohérents en couple à la maison, cohérents aussi lorsque nos couples sont déchirés. Juste sachons avoir suffisamment d'intelligence à savoir nous souder dans l'intérêt de notre enfant, même si nous avons des divergences après nous être séparés, par exemple, de nos conjoints. Donc, sachons être intelligents pour nos enfants dans ce sens-là, et pas toujours croire que c'est à l'autre d'être intelligent. Pas simple, bien entendu. Pourtant, tellement vrai quand on y pense. Pour être objectif, il faut aussi avoir des critères partagés avec nos enfants. C'est-à-dire le comprendre, l'accompagner et pas forcément lui imposer. Lorsque nous avons l'impression d'avoir un échec, sachons qu'il est toujours temps de réagir. Il y a des parents qui trouvent qu'au lycée c'est trop tard, ils auraient dû réagir lorsque leur enfant était au collège. C'est faux. Je vois aussi des parents qui sont désespérés lorsque leurs enfants sont devenus majeurs et ils auraient dû, d'après eux, réagir avant. Pour autant, leur enfant, quelques années auparavant, n'avait peut-être pas les mêmes soucis de travail, de cœur, d'envie qu'ils ont à un instant T. Donc, première chose, le bon parent et le mauvais parent n'existant pas, soyons juste des parents bienveillants, vraiment bienveillants, en osant aborder avec nos enfants des critères de valeur, d'argent, de responsabilité, d'horaire, de sens, tout simplement, et en osant aborder avec eux sans leur imposer, juste en ayant des critères partagés, en leur faisant part de notre expérience utile pour eux, et pourtant en écoutant aussi ce qu'ils ont à nous dire.